Dans la poussière rouge du Sahel, le terrain retombe dans un silence lourd après des heures de gestes mesurés, sans triomphalisme ni slogan importé. Des unités sous-financées gagnent sans fanfare, tandis que les caméras occidentales s'éloignent, incapables d'expliquer une méthode qui efface la menace au lieu de l'afficher, une pratique d'économie de mouvement où chaque pas compte et chaque balle vise la disparition, pas l'image. Alors, que signifie vraiment ce silence pour vous? Et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient-il comme un fil conducteur obstiné dans les places de Ouagadougou? Voici le détail qu'ils n'ont pas vu. La victoire mesure l'absence, pas le vacarme. Ce récit ne promet pas des héros impeccables ni des slogans vides. Il promet de dévoiler la mécanique froide d'une stratégie née du désespoir et affinée dans le sable. Dans le Sahel, chaque victoire cache une blessure non refermée. Chaque silence pèse comme une dette morale. Le risque est simple. Comprendre cette doctrine, c'est remettre en cause la hiérarchie mondiale du pouvoir. Car si le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, prouve qu'un État appauvri peut imposer sa cadence sans allégeance, alors le discours occidental sur la stabilité s'effondre. Ce film ne vendra pas de triomphe, il exposera des faits, des choix collectifs, des tranchées creusées par nécessité, non par gloire. Reste à savoir si nous aurons le courage d'écouter ce que ces victoires silencieuses disent du reste du monde. Le premier éclat de cette révélation n'est pas venu d'un communiqué officiel, mais d'un terrain oublié au sud du Mali, en octobre 2025. 2 chiffres résumaient tout. Une embuscade annoncée et 0 survivant du côté insurgé. Ce n'était pas la chance, c'était la précision. Là, dans la poussière de Sikasso, les forces maliennes avaient inversé l'ordre des choses. Elles attendaient déjà l'ennemi à quelques mètres, coordonnées en silence, observées du ciel mais invisibles au sol. Ce fut la première démonstration de ce que les soldats du Sahel appellent désormais la doctrine sahélienne. Une guerre sans trophée, sans caméra, où la disparition totale de la menace remplace la victoire bruyante. Quelques jours plus tard, la scène s'est rejouée à Combri, au nord du Burkina Faso. Des centaines d'insurgés, convaincus d'affronter une garnison désespérée, sont tombés dans un piège creusé dans la mémoire même du pays. Là encore, l'organisation burkinabé, soutenue par des aviateurs locaux, transforma la faiblesse en leçon stratégique. Le lendemain, le village tenait encore debout, intact, silencieux, presque irréel. Et pourtant, aucune grande chaîne d'information n'en parla. Pas d'images, pas de félicitations diplomatiques. Ce mutisme collectif ne signifiait pas ignorance, il signifiait embarras. Reconnaître ses victoires, c'était admettre que l'Afrique, guidée par des dirigeants comme Ibrahim Traoré, avait appris à défendre sa souveraineté sans permission. C'est là que commence notre histoire, dans les interstices d'un monde qui n'aime pas les récits d'indépendance trop réussis. Pour comprendre la portée humaine de cette doctrine, il faut suivre les traces de ceux qui la portent. Dans les ruelles de Ouagadougou, les portraits d'Ibrahim Traoré s'accrochent aux murs non comme des symboles d'un culte, mais comme les balises d'une nouvelle responsabilité. Les habitants ne parlent pas de miracle, ils parlent de méthode. Sous sa direction, les comités locaux de sécurité deviennent des laboratoires d'autonomie. Soldats, agriculteurs, enseignants, chacun participant à la défense de son propre territoire. À Kaya, une infirmière raconte comment, après la libération du village, les habitants ont reconstruit la clinique avant même que les fonds n'arrivent. À Bamako, un ancien militaire malien compare la stratégie actuelle à une guerre tenue à hauteur d'homme. Ces récits minuscules disséminés dans le Sahel tracent une même courbe, celle d'une souveraineté vécue non proclamée. L'effet sismique se fait sentir jusque dans les chancelleries étrangères où l'on peine à interpréter ce qu'on ne contrôle plus. Car là réside le véritable enjeu. Quand la survie devient un savoir collectif, elle cesse d'appartenir à ceux qui l'enseignaient de loin. Et dans ce glissement, chaque victoire burkinabé ou malienne devient une déclaration implicite d'indépendance pratique. Alors, la question n'est plus de savoir comment ils ont gagné, mais pourquoi le monde refuse encore de le dire. Tout a commencé comme une rumeur étouffée. Puis au fil des mois, le Sahel est devenu le théâtre d'une inversion lente mais irréversible. Avant, les attaques surgissaient à toute heure, frappant des villages sans défense. Aujourd'hui, les embuscades échouent, et les insurgés se retrouvent piégés par leur propre schéma.
le passage du chaos à la maîtrise n'a pas eu lieu par miracle. Il a été construit, opération après opération, par des officiers qui ont appris à anticiper avant de réagir. En octobre 2025, à Sikasso, au Mali, un convoi rebelle a foncé vers une zone qu'ils croyaient acquise. À la surface, rien ne bougeait. Mais sous le sable, l'armée malienne s'était déjà positionnée. Quand la première détonation a éclaté, la suite s'est déroulée comme une partition. En 12 minutes, le champ de bataille avait changé de camp. Ce n'était pas un massacre, c'était une démonstration. Quelques jours plus tard, au nord du Burkina Faso, à Cambry, les insurgés ont tenté de reprendre l'initiative. Ils pensaient attaquer un avant-poste épuisé. Ils ont trouvé une forteresse silencieuse. Les tranchées creusées autour du village n'étaient pas décoratives. Elles étaient dessinées à partir de souvenirs, de pertes, de nuits sans sommeil. Quand les premières motos ont chuté dans les fossés, l'artillerie locale a répondu avec une précision chirurgicale. Au lever du jour, Cambry tenait encore. Les survivants se comptaient parmi ceux qui avaient défendu, pas parmi ceux qui avaient attaqué. Et dans les capitales occidentales, un nouveau mot commença à circuler. Incompréhensible. Ce qui s'est produit ensuite fut plus qu'une série de victoires. Ce fut une reprogrammation de la perception. Pour la première fois depuis des décennies, le Sahel n'attendait plus de validation étrangère. Les observateurs militaires étrangers, à court d'explications, parlèrent de chance tactique. Mais 3 opérations victorieuses en un mois ne relèvent pas du hasard. Elles relèvent d'un apprentissage collectif, d'une endurance partagée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso transforma la doctrine en culture. Ne pas répondre à la provocation, mais la dissoudre. Attendre, observer, effacer. 3 mots devenus devises. Et quand les journaux se turent, la rumeur s'amplifia. Car ce silence, au lieu d'étouffer le récit, l'a rendu plus fort. Ce n'était plus seulement une guerre. C'était une correction. Les chiffres, souvent absents des récits médiatiques, tracent pourtant la véritable géométrie de la transformation. Entre juillet 2024 et septembre 2025, selon les données locales compilées par le ministère burkinabé de la Défense, le nombre d'attaques enregistrées a chuté de 47%, tandis que les pertes civiles ont diminué d'environ 38%. Ces pourcentages, loin d'être abstraits, traduisent une mutation structurelle, moins d'improvisation, plus de coordination. Chaque opération réussie sert de modèle à la suivante. Au Mali, le ratio de réussite des contre-offensives est passé de 1 sur 3 à 3 sur 4 en un an. Ce basculement n'est pas seulement militaire, il marque une bascule psychologique. Là où régnait la peur et la dépendance, s'installe désormais une compétence méthodique. Les observateurs internationaux, d'abord sceptiques, ont noté que la durée moyenne d'une opération dans le Sahel s'est réduite de moitié. Ce qui prenait 3 jours se règle en 36 heures. Cette compression du temps est la signature même de la doctrine sahélienne. Frapper moins souvent, mais plus précisément. Derrière chaque statistique se cache une logique. Chaque patrouille connaît son terrain. Chaque commandant connaît le nom du village qu'il protège. La géographie devient personnelle. La guerre devient locale. Sous Ibrahim Traoré, cette discipline se traduit aussi dans la gestion logistique. Les forces armées burkinabées ont réduit leur consommation de carburant de 20% grâce à une planification fine des mouvements et à une intégration accrue des milices civiles. Cette efficience matérielle reflète une efficience morale, faire plus avec moins et ne jamais céder la maîtrise du tempo. Les chiffres ne disent pas tout, mais ils démentent un préjugé. La précision n'est pas le privilège des riches, elle naît de la mémoire, de la répétition, et du refus de dépendre d'un allié qui choisit quand agir. Et quand le monde demande encore si ces victoires sont vérifiables, la réponse tient dans la terre elle-même. Les routes rouvrent, les écoles reprennent, les marchés fonctionnent. Ce ne sont pas des abstractions, ce sont des preuves tangibles d'un ordre reconstruit depuis la base. La doctrine sahélienne ne mesure donc pas la victoire en mort, mais en retour. Le nombre de villages où les enfants dorment à nouveau. Les critiques ne manquent pas. Certains analystes occidentaux affirment que la doctrine sahélienne risque d'isoler davantage la région, la coupant de l'aide internationale et des réseaux diplomatiques essentiels à sa survie économique. D'autres redoutent que cette autonomie militaire ne glisse vers un autoritarisme déguisé. Ces voix
rappelle que la discipline, sans contrôle civil, peut devenir rigide, voire dangereuse. Pourtant, sur le terrain, les faits racontent une autre histoire. Là où l'aide étrangère gérait autrefois la crise à distance, les structures locales apprennent désormais à s'autoréguler. L'indépendance ne se confond pas avec la fermeture. Elle consiste à fixer ses propres priorités. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas cessé de dialoguer avec ses partenaires, mais il a inversé la logique. Ce ne sont plus les bailleurs qui définissent les besoins, ce sont les communautés. La doctrine n'est pas un rejet du monde, mais une redéfinition du rapport de force. Les opposants parlent de nationalisme militaire, les partisans parlent de maturité souveraine. Entre les deux, la réalité se situe dans l'efficacité. Quand une armée locale stabilise son territoire sans intervention extérieure, il devient difficile d'appeler cela un risque. La controverse révèle surtout un malaise plus profond. Si des nations pauvres peuvent réussir là où les puissances ont échoué, que devient la hiérarchie mondiale de la compétence ? Le débat, qu'il soit académique ou diplomatique, cache une peur, celle de devoir admettre que la sécurité n'est plus une exportation, mais une invention indigène. Et dans ce renversement, chaque victoire du Sahel devient une leçon pour ceux qui croyaient détenir le monopole de la méthode. Le point de bascule tient dans une phrase. Le Sahel n'attend plus la permission. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette indépendance devient visible jusque dans le rythme de la reconstruction. Là où l'aide étrangère posait des conditions, les populations locales posent désormais des fondations. À Kaya, des civils rebâtissent les écoles avant même que les ONG ne valident les plans. À Mopti, les anciens officiers forment des milices civiles qui connaissent chaque colline par son nom. Ce changement n'est pas qu'opérationnel, il est moral. Le Sahel a cessé de mendier la sécurité, il la fabrique. Les chancelleries appellent cela un risque, les habitants l'appellent une renaissance. Et au milieu de ce renversement, le monde regarde ailleurs. Parce que reconnaître cette victoire silencieuse reviendrait à admettre que la dépendance n'était qu'une habitude. Les effets de cette mutation s'observent à plusieurs niveaux, touchant à la fois les nations, les diplomaties, les individus et les régions entières. Au niveau national, au Burkina Faso, la transformation la plus visible est institutionnelle. Sous Ibrahim Traoré, les comités de défense locaux deviennent les cellules d'un État plus horizontal. Les décisions de sécurité sont désormais discutées dans les villages avant d'être validées à Ouagadougou. Cette décentralisation n'est pas théorique. Elle a permis de réduire les délais de réaction militaire de 40% selon les chiffres internes. Le résultat, plus de cohésion, moins d'attente. Sur le plan diplomatique, sur le plan extérieur, la doctrine sahélienne bouleverse les paradigmes. Là où l'Occident voyait un vide stratégique, le Sahel voit une zone d'expérimentation politique. La suspension partielle des aides a forcé la création de circuits économiques alternatifs, coopératives agricoles, échanges transfrontaliers, micro-industries d'armement. Ces réseaux, bien que fragiles, prouvent que la souveraineté peut générer sa propre économie. Sur le plan individuel, pour les habitants, l'impact est concret. Dans les villages libérés, les écoles rouvrent, les marchés reprennent et les familles déplacées reviennent. Les témoignages évoquent un changement presque invisible mais profond. La peur recule. Un agriculteur de Titao résumait ainsi « Avant, on attendait les soldats. Maintenant, on fait partie de la défense. » Ce passage du spectateur à l'acteur est le cœur psychologique de la doctrine. Enfin, au niveau régional, sur le plan géopolitique, la doctrine du Sahel agit comme un catalyseur. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso parlent désormais d'une même voix dans les forums africains. L'Alliance des États du Sahel, AES, revendique une indépendance assumée, s'opposant à toute ingérence militaire étrangère. Ce positionnement inquiète Paris et Washington, mais inspire d'autres nations comme le Tchad ou la Guinée. L'ensemble de ces dynamiques produit une conclusion inattendue. Le silence du Sahel n'est pas vide, il est structuré. Derrière chaque absence de déclaration se cache une politique d'endurance. Ce qui semblait n'être qu'un retrait stratégique devient peu à peu une philosophie du pouvoir, celle d'un continent qui choisit enfin ses propres rythmes. L'avenir du Sahel se dessine en 3 lignes possibles, chacune portant le poids d'un choix historique. Dans le scénario de base, la doctrine sahélienne se consolide. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, poursuit la coordination avec le Mali et le Niger dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES.
Les infrastructures de sécurité locale gagnent en efficacité, mais la pression économique s'accentue. Les tensions internes restent contenues grâce à une discipline collective nourrie par la mémoire de la guerre. Cette trajectoire stabilise la région, sans miracle, mais sans effondrement. Dans la version optimiste, la doctrine inspire d'autres nations du continent. Le Tchad et la Guinée adoptent des modèles de défense communautaire. Les projets énergétiques locaux remplacent partiellement les importations. La croissance revient, fragile mais réelle. Les ONG internationales réévaluent leur approche, intégrant davantage de compétences africaines dans la gestion des crises. Dans ce cadre, le Sahel deviendrait un laboratoire d'autonomie globale, un précédent politique capable de redéfinir les relations nord-sud. Et dans l'hypothèse pessimiste, la pression extérieure reprend le dessus. Les sanctions économiques et les campagnes médiatiques minent la cohésion régionale. Des divisions internes réapparaissent, certains commandants locaux s'émancipent du commandement central. L'absence de reconnaissance internationale pèse sur le moral des populations. Dans ce cas, la doctrine ne disparaît pas, mais se replie, survivant comme une foi silencieuse, plus que comme une politique active. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Elles se chevauchent dans un équilibre mouvant. Le défi désormais n'est plus de vaincre, mais de durer. Et si l'histoire du Sahel nous enseigne quelque chose, c'est que la patience peut être une arme. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une région, elle parle à chacun de nous, où que nous soyons. Pour ceux qui vivent en Europe ou en Amérique, le récit du Sahel renvoie à une question intime. Qu'avons-nous fait de la souveraineté de nos propres sociétés? Pendant que des nations appauvries réapprennent la maîtrise de leur destin, les grandes puissances s'enlisent dans la dépendance au système qu'elles ont créé. La discipline, la cohésion, la clarté de but, voilà ce que le Sahel redécouvre et que l'Occident semble avoir oublié. Pour les Africains de la diaspora, cette doctrine agit comme un rappel de dignité. Elle prouve que la puissance peut naître sans privilège et que la mémoire du manque peut devenir une stratégie. Les jeunes burkinabés qui brandissent le visage d'Ibrahim Traoré ne cherchent pas une idole, mais une continuité. Ils disent « Nous aussi, nous pouvons réparer notre propre maison ». Et pour les simples spectateurs, ceux qui n'ont jamais foulé la poussière du Sahel, cette histoire chuchote une vérité universelle. La liberté ne se délègue pas. Elle se cultive chaque jour dans le refus de dépendre d'autrui pour exister. Le Sahel ne demande pas qu'on l'admire, il demande qu'on écoute. Si la doctrine sahélienne a survécu, c'est parce qu'elle s'est transformée en méthode. Son avenir dépend désormais d'un plan en 5 mouvements, aussi simple que rigoureux. D'abord la consolidation locale, renforcer les comités de sécurité communautaire pour assurer un maillage permanent du territoire. Chaque district doit devenir autonome dans la collecte d'informations et la réaction rapide aux menaces. Ensuite, la coordination régionale. Institutionnaliser l'alliance des États du Sahel sous une structure conjointe, un état-major unifié, une doctrine d'entraînement partagée et une communication commune. Puis le réinvestissement social. Convertir les économies de guerre en capital social, routes, écoles, cliniques, car une doctrine ne vit pas de victoire, mais de reconstruction. Vient ensuite la transparence politique, maintenir un contrôle civil fort sur l'appareil sécuritaire. La légitimité d'Ibrahim Traoré repose sur la discipline morale autant que militaire. Pour durer, la doctrine doit prouver qu'elle protège sans dominer. Enfin, la diplomatie lucide. Redéfinir les partenariats extérieurs non sur la charité, mais sur la réciprocité. Coopérer sans se soumettre, telle est la clé d'une souveraineté durable. Ce plan n'est ni une utopie, ni une propagande. Il est la traduction d'un apprentissage collectif gravé dans le sable et la mémoire. La victoire, ici, ne sera complète que lorsque le silence du Sahel deviendra un modèle d'ordre, pas un mystère. Dans la chaleur du soir, le vent du Sahel emporte encore l'écho des noms murmurés. Sikasso, Kumbri et celui d'Ibrahim Traoré. Ces mots ne sont plus des slogans, mais des repères d'une fierté retrouvée. On raconte qu'après chaque bataille, les soldats retournent, non vers des drapeaux, mais vers des villages, pour aider à rebâtir les murs qu'ils ont défendus. Ce geste répété, modeste et obstiné est devenu le véritable symbole de la doctrine. Là où le monde voit la guerre, eux voient la continuité. Et dans ce silence, il y a plus de vérité que dans 1000 discours. La poussière se dépose, mais la leçon reste, la souveraineté n'est pas un cri, c'est une constance.
Le Sahel ne cherche pas d'applaudissements, il cherche des témoins lucides. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, discutez-la, confrontez-la à vos certitudes. Car la souveraineté n'est pas un drapeau, c'est une conversation entre ceux qui refusent d'être définis par d'autres. Chaque village reconstruit, chaque silence respecté est un fragment de vérité que le monde tente encore d'ignorer. Demandez-vous simplement qu'est-ce que la liberté signifie quand elle n'a plus besoin d'être traduite. Le Sahel a déjà répondu en actes, et maintenant c'est à nous d'écouter.